l'Opéra de Paris. Dans le pavillon conçu par Charles Garnier au XIXe siècle pour l'empereur Napoléon III, se trouve la bibliothèque-musée de l'Opéra. Héritière de l'Académie royale de musique, fondée en 1669, cette institution unique au monde conserve des fonds considérables. Mémoire vivante de l'opéra depuis son apparition en France au XVIIe siècle, ces collections portent témoignage des grands moments de l'histoire de la vie artistique et politique de la France. Louis XIV, le roi Soleil, ouvre le spectacle. Donnant à l'opéra son statut officiel, il participe, comme les princes de contes de fées, aux fêtes de cette naissance. Dans des palais imaginés par Bérain, le monarque entraîne à Versailles toute la cour au jeu de l'amour et de la guerre, de la musique et de la danse. 233 opéras royaux d'inspiration mythologique ont déjà été créés à Paris lorsque, le 6 avril 1763, l'opéra, situé dans le palais royal, sombre dans les flammes. On s'emploie aussitôt à construire une nouvelle salle. L'opéra français connaît aux côtés de son rival italien une faveur croissante tout au long du XVIIIe siècle. Sous les feux de milliers de chandelles, chanteurs et danseurs introduisent la mode de l'exotisme avec les Indes galantes. C'est aussi le retour à la nature prôné par les philosophes. L'opéra-ballet de Lully et de Rameau glisse vers d'autres formes. Le ballet pantomime attendra la fin du XVIIIe siècle et son célèbre théoricien Noverre pour que soit enfin permis à la danse de s'épanouir dans le ballet d'action. Disposer d'une loge est alors un privilège aristocratique et une invitation à la galanterie. Mais en 1781, le nouveau théâtre du Palais Royal brûle à son tour. L'opéra se transporte dans le théâtre de la Porte Saint-Martin, construit pour Marie-Antoinette. Éclate la Révolution, le spectacle est interrompu, mais pour peu de temps, car l'événement politique fait aussi irruption sur cette scène où sont créées des œuvres patriotiques. Décors et costumes confirment le retour à l'antique. Par 2 fois, Bonaparte échappe à un attentat sur le chemin de l'opéra. Devenu empereur, il codifiera cette institution comme il le fit pour toutes les autres. Au XIXe siècle, le romantisme arrive en torrent, bouleverse la scène, la littérature, la mode. Les voyages lointains qu'effectuent tous les jeunes artistes trouvent leur place sur la scène de l'opéra. Le ballet romantique apparaît. La danseuse en équilibre sur la pointe est rendue plus légère encore par les flots de gaz qui l'entourent. La sylphide prend son vol, Gisèle la suit. L'opéra a déménagé rue Le Pelletier, près du boulevard, au lieu de la vie parisienne, de la mondanité et de la galanterie. Il faut à ce nouveau public d'étonnants spectacles aux en couleurs. Ce sera le grand opéra, fortement coloré de bels cantos comme Robert le Diable, Les Huguenots de Meyerbeer ou La Juive d'Halévy. Verdi lui-même vient à Paris et se plie au régime de la grande boutique. On y donne Jérusalem, la Traviata, le Trouvère et Aïda qui connaissent un éclatant succès. Berlioz et Wagner refusent d'entrer dans ce moule. S'ensuivent Lazzi et Cabal.
Tannhäuser sera pourtant créé à Paris dans un désordre indescriptible. Au son de la musique d'Offenbach, Napoléon III confie à Charles Garnier, en 1860, la construction de son chef-d'œuvre architectural, le Nouvel Opéra, que la Troisième République inaugurera fastueusement en 1875. La bibliothèque-musée de l'Opéra est officiellement fondée le 15 mai 1866. Ses collections ont déjà 2 siècles. En 1875, la bibliothèque s'installe dans le Palais Garnier et s'y établit définitivement en 1882 dans le pavillon de l'Empereur, resté sans affectation depuis la chute du Second Empire. Son premier conservateur est Charles Nuiter, érudit, homme de lettres, auteur de nombreux livrets dont celui de Coppelia, traducteur de Wagner. Il entrepose dans ses locaux et entreprend de traiter, de rendre consultables des fonds déjà inestimables. Car la plupart des archives recueillies depuis 1669 ont miraculeusement échappé aux nombreux incendies qui ravagèrent les opéras successifs. Avec les ballets russes de Serge Diaghilev, la nouveauté, l'audace, le mouvement et la couleur sont au goût du jour en ce début du XXe siècle. Paris découvre la Russie de Boris Godunov et l'Orient de Scheherazade, s'emballe pour Chaliapin, Nijinsky, Karsavina. Stravinsky écrit ses premières œuvres. Benoît Sebax travaille pour le Palais Garnier où le décor pictural triomphe. L'entre-deux-guerres est une période intense et flamboyante pour l'Opéra de Paris, animé par Jacques Roucher. De nombreuses créations contemporaines s'ajoutent au répertoire classique. Une étoile, Serge Liffard, apparaît qui va prendre en main les destinées du ballet. Les artistes imposent leur fantaisie pour de grandes productions comme Les Indes galantes, Carmen, La flûte enchantée ou Don Carlos. Barrault et André Masson font entrer Wojciech à l'opéra. Dirigé par Rolf Liebermann, le Palais Garnier entre dans une ère exceptionnelle. Dans les années 70, l'intérêt du public pour l'art lyrique éclate. Hereinspaziert in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustgen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen. Cette popularité amène la construction de l'Opéra Bastille. Le Palais Garnier, où Patrick Dupont succède à Rudolf Nureyev à la direction du ballet, devient Palais de la Danse. Considérablement enrichi depuis 20 ans grâce à d'importantes acquisitions, à des dépôts et des dons, les fonds uniques au monde de la bibliothèque-musée de l'Opéra ne pouvaient être présentés et consultés comme ils le méritaient. D'importants travaux de rénovation s'imposaient, qui furent entrepris et réalisés par le ministère de la Culture grâce à l'intervention d'un mécène privé, Louis Vuitton. L'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris a assuré la coordination de l'opération. L'architecture de ce nouveau musée a été confiée à Jean-Loup Roubert et à Richard Peduzzi. Cette restructuration a permis de quintupler la surface muséale. La bibliothèque-musée de l'Opéra a réouvert ses portes en 1992. Ces nouvelles installations accueillent les chercheurs et permettent au public de découvrir le musée permanent, une galerie d'estampes et de photographies, la galerie des maquettes et des expositions temporaires.